BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros, les cryptos, le vendredi et en replay podcast tout au long du week-end. Et nos NFT rien qu'à nous sont là, nos talents non fongibles. Aujourd'hui, Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Directeur de la stratégie de Bitstack. Et auteur, on rappelle le nom de votre livre, Alexandre. Bitcoin, le choc géopolitique, chez Armand Collin. Exactement, lauréat du Grand Prix de la librairie de l'Écho. Thibaut Boutroux aussi nous accompagne, directeur général de Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Et bienvenue également. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de la semaine. D'abord, quand même, ce record qu'on a touché, battu encore cette semaine. Et Vincent Gann est sur la balle. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Analyste technique indépendant, il s'est un peu replié depuis le record du début de semaine, le Bitcoin. Ça fait maintenant 3 ans que le marché haussier se poursuit sur Bitcoin. Il avait démarré à l'époque à 15 000 $. On est actuellement à 121 000 $, pas mal. Ce marché, il obéit à des cycles. Est-ce qu'on est désormais en train d'atteindre le bout du cycle haussier ? Alors, excellent timing, Guillaume, pour poser cette question. Effectivement, ce qu'on observe, c'est que le cycle haussier Bitcoin, en tout cas c'est ce que nous enseigne l'histoire, se termine à la fin de l'année qui suit le halving. Donc nous sommes en 2025, le dernier halving a lieu en 2024, donc on est en droit de se poser la question. Sur le plan temporel, il y a plusieurs façons de mesurer les cycles, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a plusieurs mesures qui permettent de les comparer. Et grosso modo, si on fait la moyenne de toutes ces mesures et qu'on les applique à notre cycle actuel, cela nous donne un intervalle probable de fin de cycle compris entre le 18 octobre et le 1er décembre. Donc effectivement, on voit que le 18 octobre, c'est pas si loin de nous. Alors, pour la petite anecdote, si le cycle devait se terminer en fin de semaine prochaine, samedi 18 octobre, ce que je ne pense pas d'ailleurs, pour moi c'est simplement l'ouverture de la fenêtre temporelle où il faut commencer à se poser la question, mais si on devait terminer le cycle au milieu du mois d'octobre, pour la petite histoire, nous aurions exactement au jour près la même durée que le cycle précédent, vous savez, celui de 2020-2021. Alors, pour vous répondre précisément, enfin plus directement, sommes-nous au bout du bout ? Je vous dirais pas encore, mais presque. Le bout du bout sera en tout cas quelque part ce 4e trimestre 2025. Quelque part, d'ici la fin de l'année, pour vous, ce cycle haussier prendra fin. On a touché 126 000 $ en début de semaine pour la première fois sur Bitcoin, d'un point de vue vraiment purement graphique, pour le coup. Est-ce que ce point à 126 000 vous semble pouvoir avoir été le point haut du cycle actuel ? Alors oui, Bitcoin a inscrit un nouveau record, c'était lundi à 126 000 $. C'était ce lundi 6. Est-ce que, selon moi, c'est le point au final ? Je vais vous répondre en 3 lettres et ce sera non. Non, tant que le marché ne casse pas de support, tant qu'on ne casse pas la configuration technique et haussière. Moi, j'estime qu'à court terme, il faut tenir les 115-117 000 $. C'est le garant de cette dynamique qui a démarré au début du mois d'octobre. Je pense que ce support va tenir et je vais me mouiller jusqu'à vous dire que fin octobre, mi-novembre, je pense que ce marché peut aller chercher 130 000 $, 140 000 $. Et à ce moment-là, Guillaume, vous pouvez me reposer la même question. Oui, sur la fin du cycle aussi ou pas. On aura le temps d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Vincent et de vous mouiller. Merci. On apprécie à chaque fois. Vincent Gann, trader, analyste technique indépendant. Au sommaire des pros des cryptos cette semaine, d'abord une info toute fraîche d'aujourd'hui. Ça y est, le prix Nobel a été décerné. Pas à Donald Trump, non, à Maria Corina Machado, leader de l'opposition au Venezuela. Et vous verrez que c'est peut-être un hommage aussi au Bitcoin, ce prix Nobel de la paix. On en parle dans un instant. On parlera de stacking aussi, du rendement croissant d'un certain nombre de cryptos et même des stablecoins. Il se trouve que Médecins sans frontières à son tour se met au stacking. Les banques américaines, elles aimeraient le voir tout simplement interdit le stacking parce que ça vient concurrencer leurs comptes. Et puis les stablecoins remplaceront-ils carrément un jour les devises fiat ? C'est l'avis provoque du patron de Tether. On challengera son scénario. Les stablecoins qui remplaceraient les devises fiat. Franchement, vous y croyez ? On posera la question à nos pros des cryptos. C'est votre machine à condenser l'essentiel, les pros des cryptos. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc Alexandre Stachenko. En forme, Alexandre ? Très en forme. Ça faisait un moment que vous avez pas... Si, c'était mercredi, vous étiez avec Sandra Gondouin dans le club BFM Crypto qu'on suit aussi chaque jour du lundi au jeudi. Et Thibaut Boutroux avec nous très régulièrement le vendredi. En forme, Thibaut ? En forme. Alors c'est le feuilleton, le genou, ça va un peu mieux que la semaine dernière, ça s'améliore. La rééducation, c'est long. Bon, ça y est, le monde a une nouvelle prix Nobel de la paix. C'est pas Donald Trump, on le disait. Non, c'est la leader de l'opposition au Venezuela qui a remporté tout à l'heure. Il était 11h30 quand son nom a été dévoilé et qu'il est apparu. Le prix Nobel de la paix. Maria Corina Machado, leader de l'opposition vénézuélienne. Et alors pour vous, Alexandre, quand vous avez vu ce nom apparaître, prix Nobel de la paix, vous vous êtes dit mais c'est aussi une victoire pour Bitcoin. Pourquoi ?
Déjà, quand j'ai vu ce nom, je le connaissais, ce nom, ce qui n'arrive pas toujours quand il y a des prix Nobel qui sont annoncés. On se dit, bon, je ne connaissais pas cette personne, c'est l'occasion de creuser son profil et son parcours. Là, moi, je l'avais déjà vu, ce nom, et je me suis dit, mais si je l'ai déjà vu, c'est qu'il y a un lien avec Bitcoin quelque part. Et effectivement, je me suis souvenu que c'était l'année dernière, il y avait eu des élections au Venezuela qui avaient été contestées, où il y avait censé avoir une victoire de l'opposition, mais en fait, finalement, ça a été contesté. Finalement, le président est resté en place, après des soupçons de fraude assez intenses. Et c'était Maria Corina Machado, qui est en fait l'opposante, effectivement, la leader de l'opposition vénézuélienne, à qui d'ailleurs j'adresse mes félicitations pour ce prix, qui elle-même, effectivement, à ce moment-là, avait pris à bras-le-corps le sujet Bitcoin, parce que tout simplement, la situation du Venezuela l'exige. On rappelle que depuis 2016, c'est à peu près 8 millions de % d'inflation cumulée, le Venezuela. Donc là, on n'est plus sur les quelques petits pourcentages qui bougent les prix. C'est des prix qui doublaient tous les 4 jours, concrètement. Donc il y a déjà un sujet sur la partie monétaire, évidemment, mais il y a aussi un sujet sur la censure financière. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a beaucoup mis en avant dans ses prises de parole, en disant que Bitcoin était vraiment une bouée de sauvetage, que sa campagne ne pouvait plus marcher sans Bitcoin parce que tous ses comptes avaient été fermés, ses actifs avaient été gelés, ses avoirs avaient été saisis, et que donc du coup, heureusement, c'est comme ça qu'elle le disait, heureusement qu'on ne peut pas bloquer un virement, un don en Bitcoin, et elle appelait à la générosité internationale par Bitcoin. Et donc, ce faisant, en fait, elle donnait une illustration supplémentaire du fait que non, malgré ce que beaucoup de gens disent en France dans un contexte effectivement très différent de celui du Venezuela, Bitcoin n'est pas du tout inutile. Bitcoin sert, et sert même maintenant au prix Nobel de la paix. Oui, félicitations à elle, évidemment, pour son rôle dans l'opposition vénézuélienne. Vous avez applaudi, vous avez fait la fête chez Maria quand vous avez vu que c'était elle, la prix Nobel de la paix, ou franchement, on se parle franchement et sincèrement, vous la connaissiez pas, Thibault? Non, honnêtement, je connaissais pas. J'ai re-regardé du coup quand j'ai vu le nom, et effectivement, j'ai vu les ramifications avec Bitcoin, mais c'est pas un sujet que j'avais trop creusé. On en reparlera, bien évidemment, le rôle du Bitcoin d'un point de vue politique. Il se trouve qu'au Venezuela, il y a tellement d'inflation que jamais il y avait eu autant de dollars dans l'économie vénézuélienne. Dans l'économie oblak, bien évidemment, parce que le dollar, c'est un peu plus stable. Et donc, c'est peut-être pas le but recherché par Nicolas Maduro, mais il se trouve que sa politique, en fait, favorise la dollarisation du pays. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Bitcoin, cette semaine, a donc battu un nouveau record, 126 000 $, en même temps que l'once d'or, 4 000 $ l'once pour la première fois. Logique ou simple coïncidence, Thibault? Pas tout à fait coïncidence. Après, c'est le résultat du contexte actuel. On a Bitcoin qui est de plus en plus affiché, estampillé comme valeur refuge. On disait il y a quelque temps que c'était une valeur refuge en devenir. Il cochait pas encore toutes les cases, mais il tendait dans cette direction. Et on se rend compte qu'effectivement, il tend bien dans cette direction et de plus en plus. Et donc, on voit ces deux actifs qui sont aussi un petit peu le symbole de deux générations différentes. On a l'or qui est cet actif refuge historique, et Bitcoin qui est presque son héritier, son descendant numérique, qui va peut-être un petit peu plus coller à la jeune génération. Et le fait qu'ils prennent cette même direction, c'est un signal que je trouve assez fort, assez intéressant. Après, il faut aussi recontextualiser la période dans laquelle on est, où on a surtout une défiance qui grandit envers le système traditionnel, qui pousse tous ces actifs vers le haut. Oui, c'est aussi l'érosion du pouvoir d'achat des devises fiat, dollars, euros, qui explique la hausse et de l'or et concomitamment du Bitcoin, en l'occurrence, Alexandre. Ça, pour moi, c'est logique pour répondre à la question. Oui, tout à fait, parce que la hausse actuelle, que ce soit l'or, le Bitcoin ou même d'ailleurs Wall Street, même si c'est moindre que les deux précédents, ne reflète pas tant une performance exceptionnelle de l'économie actuelle qu'une vraie défiance envers le système monétaire, et accessoirement une guerre monétaire qui a été déclarée par Donald Trump de façon officielle cette année, c'est-à-dire il veut dévaluer le dollar. L'Europe n'est pas en reste, puisque étant donné le comportement récent de la France et sa stabilité, il y a une défiance très forte qui se porte sur l'euro aussi, qui sont censés être les deux monnaies les plus fiables, entre guillemets, du monde fiat. Donc en fait, il y a une vraie défiance envers les systèmes monétaires fiat, qui explique que du coup les investisseurs, les épargnants cherchent des refuges, des réserves de valeur. Et évidemment, comme le disait Thibault, Bitcoin et l'or sont les deux faces d'une même pièce, c'est le cas de le dire, en tout cas celle de la réserve de valeur. Oui, alors la semaine dernière, justement, on évoquait Deutsche Bank qui estime que oui, le Bitcoin est bien l'or numérique dans une longue analyse. Et cette fois, c'est Morgan Stanley qui franchit un pas alors comparable. Il se trouve que désormais, Morgan Stanley recommande une allocation crypto dans les portefeuilles. À quelle proportion? Et est-ce que d'autres banques conseillent désormais aussi officiellement de mettre des cryptos dans une allocation, Thibault? Oui, une de plus dans cette liste qui s'agrandit de mois en mois. Alors, déjà, faut contextualiser et mesurer peut-être aussi la dimension opportuniste de cette annonce. Morgan Stanley a annoncé qu'ils allaient lancer des offres crypto début d'année prochaine, donc ça arrive dans un timing qui concorde aussi avec ça. Mais au-delà de ça montre aussi
que ces acteurs-là, qui étaient plutôt défiants envers les cryptos, sont de plus en plus pragmatiques et que ça devient de plus en plus compliqué de laisser Bitcoin de côté. Et donc ça c'est assez intéressant. Les recommandations, pour l'instant, elles sont relativement prudentes, hein, quelques pourcents. J'ai presque l'impression que c'est pour dire qu'on met quelques pourcents. Oui. Mais en tout cas, ils préparent. C'est une manière aussi de préparer aussi les investisseurs et leurs clients à se dire il y a ce virage qui est en train de se préparer, regardez un petit peu et quitte à y aller, allez-y aussi avec nous. Maintenant, on accepte de prendre ce virage. Donc il y a une forme d'opportunisme, mais qui, à mon sens, est aussi une victoire de Bitcoin qui fait que on peut plus passer à côté aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'avait fait BlackRock aussi, hein, en soutenant le Bitcoin avant que les premiers ETF. JP Morgan, voilà. Plusieurs ont pris cette position. Pas tout à fait. Pour moi, c'est un tout petit peu différent parce que ce que dit Morgan Stanley, c'est pas du tout ce qu'a dit BlackRock, ni ce qu'a dit la Deutsche Bank, ni ce qu'a dit d'ailleurs très récemment le fonds souverain du Luxembourg, hein, qui a annoncé qu'ils allaient mettre 1% en Bitcoin dans le fonds souverain. Donc c'est vraiment là pour le coup de l'adoption gouvernementale assez importante. Donc Morgan Stanley dit crypto, dit pas Bitcoin et ne justifie pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que BlackRock disait c'est quelque chose qui est risk-off pour se protéger de la dévaluation monétaire. La Deutsche Bank dit à peu près la même chose quand elle dit que ça va faire sa place dans les réserves des banques centrales. Morgan Stanley dit c'est pour mettre des hormones dans votre portefeuille. C'est parce que les cryptos, c'est risqué, ça va doper votre performance. Donc, ce n'est pas du tout la même logique qui a conduit à ces recommandations. Pour Morgan Stanley, c'est la performance, les stéroïdes dans votre portefeuille. Pour BlackRock, c'est attention, pas crypto, Bitcoin, et c'est pour préserver, c'est du risk-off. Oui, certains disent c'est des brassières pour parvenir à flotter même sans savoir nager, et d'autres vous disent c'est un jet ski, quoi. À peu près, oui. D'accord. Alors, on verra justement si c'est tant un jet ski que ça encore dans les prochains mois, le Bitcoin. Est-ce qu'on arrive ou pas en fin de cycle haussier? On en parlait avec Vincent Gann tout à l'heure. Et une partie de la réponse, l'État fédéral américain la détient. On sait que Washington a créé, ça y est, sa réserve de crypto, sa réserve stratégique. La question, c'est de savoir s'il nourrira cette réserve aussi en achetant des bitcoins, en achetant, pas juste en gardant ceux qu'ils avaient déjà. Est-ce que là-dessus, on a des indices, Alexandre? Alors, on a eu une nouvelle saillie de Cynthia Lummis, qui est donc la sénatrice républicaine, qui est à l'origine, en tout cas, qui pousse beaucoup dans cette direction-là, qui pousse pour que le gouvernement américain ne se limite pas seulement à juste saisir des avoirs, à ne pas les vendre et à les garder dans la réserve, mais bien pour proactivement acquérir jusqu'à un certain pourcentage des bitcoins en circulation pour assurer une forme de place financière dans la finance de demain. Et Cynthia Lummis, elle a toujours été confrontée au fait que, eh bien, pour l'instant, la réserve, c'est attention, il faut que ce soit neutre sur le budget, il ne faut pas qu'on vende, mais attention à acheter. Mais elle pousse dans sa direction à elle, et elle a donné un indice cette semaine en réagissant à une vidéo qui disait que, eh bien, ça pouvait faire du sens pour les États-Unis d'acheter carrément de façon proactive du bitcoin. Et elle disait, grâce au président Trump, eh bien, ça peut maintenant arriver à tout moment. Alors, je ne sais pas de quel tout moment elle parle, parce qu'il y a un shutdown. Donc, à partir du moment où le gouvernement américain ne peut même pas tourner, je ne vois pas comment ils arriveraient à d'un seul coup annoncer au public américain que le seul argent qui reste va acheter des bitcoins. Mais pour moi, ça veut dire qu'on est encore bloqué dans ces arcades réglementaires légales de est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas, mais qu'il faut le surveiller parce qu'elle est toujours en embuscade et que si jamais on sort du shutdown, peut-être que Trump aura envie de passer à l'étape d'après et de dire maintenant on achète. Oui, on est au 10e jour. Si vous nous suivez en podcast et replay sur l'application BFM Business, on est au 11e si vous nous suivez samedi, 12e jour si vous nous suivez dimanche, 13e si vous nous suivez lundi. Et il est probable que ce shutdown dure au moins jusqu'à mardi, puisque la prochaine réunion du Congrès consacrée à trouver un compromis n'est prévue que mardi prochain. On sera alors au 14e jour là-bas du shutdown aux États-Unis. Bitcoin, oui, prendra peut-être de la valeur encore dans l'avenir parce que sa quantité est limitée. La question, c'est de savoir si Bitcoin a en fait une valeur intrinsèque. Et là-dessus, Christine Lagarde s'est exprimée cette semaine. Christine Lagarde persiste et signe, elle estime qu'il n'a aucune valeur intrinsèque, le Bitcoin. Elle n'a pas tort, il n'a pas de valeur intrinsèque. L'or non plus n'a pas de valeur intrinsèque. S'il en avait une, il ne bougerait pas. Rien n'a de valeur intrinsèque. C'est ça qui est intéressant avec le propos de Christine Lagarde. Alors, elle est dans son rôle, on ne s'attend pas à autre chose de sa part. Je vois mal une présidente ou une gouverneure de banque centrale dire que le Bitcoin, c'est super fun. Donc, je ne m'attends pas spécialement à autre chose. Ce n'est pas surprenant. En revanche, le concept de valeur intrinsèque, c'est intéressant de revenir dessus. Parce qu'en économie, effectivement, il y a une chapelle qui dit que les objets ont une valeur intrinsèque, puis il y en a une autre qui dit non, pas du tout, la valeur est subjective. Évidemment, moi, je suis plutôt de cette deuxième chapelle qui considère que si vous avez un verre d'eau dans le désert, ça n'a pas tout à fait la même valeur que si vous venez de boire 2 litres et que vous êtes prêt à payer pour ne pas boire. Donc là, c'est un peu la même chose. L'or, effectivement, non plus, n'a pas de valeur intrinsèque. Si on a faim, si on a soif, l'or, on ne peut rien en faire. Si on est un fabricant de semi-conducteurs, peut-être que c'est utile, l'or. Dans le même genre d'idée, l'euro n'a pas de valeur intrinsèque. Et Christine Lagarde a essayé d'évacuer cette critique en disant « mais si, il y a ma signature dessus ». Donc si la valeur intrinsèque de l'euro, ça dépend de
on va dire, de la rigueur ou en tout cas de la fiabilité budgétaire des États européens, je pense qu'en ce moment, on peut se poser une question sur la valeur intrinsèque de l'euro, si elle dépend par exemple de la capacité à faire des compromis des parlementaires français. À l'inverse, Bitcoin n'a toujours pas de valeur intrinsèque comme rien, mais fonde la confiance qu'on peut avoir dans sa valeur extrinsèque, donc ce qu'on peut lui attribuer de façon subjective, plutôt dans son caractère non manipulable et dans les maths. Et donc je ne vais pas refaire le développement qu'on a eu tout à l'heure, mais je pense que dans la période actuelle, le caractère non manipulable et fiable est quelque chose qui peut générer une perception de valeur plus importante. Oui, mais c'est un moment historique qu'on vient de vivre. Pour la première fois, Alexandre encense Christine Lagarde. Effectivement, vous allez dans le sens, vous dites, elle a raison, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. C'est la première fois que je vous entends encenser la présidente de la BCE. Non, mais vraiment. Comme quoi, ça arrive. Oui, bien sûr. Thibaut, vous êtes surpris de la part d'Alexandre? Il est en train de s'assoupir un peu trop. Si on s'arrête à cette phrase-là, après, si on écoute le reste du développement, on comprend que c'est pas tout à fait l'idée. Mais au-delà de ça, dans sa prise de parole, ce que j'ai trouvé marrant, c'est à la fin, donc déjà elle a ce petit rictus quand elle répond sur Bitcoin, et à la fin elle lâche un. Par contre, attention, c'est pas du tout la même chose sur les stablecoins, et elle commence à repréparer du coup son discours sur les MNBC, sur l'euro numérique qui arrive. Donc il y a ce jeu de communication que j'ai trouvé d'autant plus maladroit et qui rend son discours encore un peu moins crédible. On en parlera des stablecoins dans un instant. Les pros des cryptos, votre machine à condenser une semaine d'actu en à peine 20 minutes. On parle, avant de parler des stablecoins, peut-être de la finance, la bourse et notamment Wall Street, la finance américaine qui continue de se plugger à l'écosystème crypto on-chain. Le NYSE, le New York Stock Exchange, vient d'investir 2 milliards de dollars dans Polymarket, plateforme de marché prédictif, valorisée désormais 9 milliards de dollars. C'est quoi les marchés prédictifs et quel est le pari qu'est en train d'entreprendre le New York Stock Exchange? Et le timing est d'autant plus intéressant qu'il y a aussi Kelsey qui vient de faire une autre plateforme de marché prédictif qui vient de faire une levée de fonds de 300 millions avec une valorisation à 5 milliards, je crois. Donc il y a aussi un géant américain sur ce sujet. Donc ça montre la narrative qu'il y a autour de la thématique. Les marchés prédictifs, globalement, très, très simplement, c'est une plateforme qui permet d'investir qui permet de parier sur l'issue d'événements économiques, politiques, sportifs, etc. C'est surtout cette dimension économique et politique qui intéresse aujourd'hui l'International Exchange à travers cet investissement. Ça avait explosé pendant les élections passées, où il y avait des volumes hyper important qui était passé sur justement l'issue des élections entre Donald Trump et Kamala Harris. Ça a été un petit peu retombé derrière, mais on avait réussi à maintenir des volumes importants. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est recherché par ces acteurs économiques, c'est la donnée qu'il y a derrière. Parce que du coup, c'est comme un espèce de sondage à ciel ouvert où tout est transparent, mais sauf que les gens ne donnent pas une opinion, ils engagent de l'argent. Donc on a un engagement qui est beaucoup plus réaliste et qui s'est avéré, pour certains récents événements économiques et politiques, beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on pouvait retrouver dans des sondages. Donc l'idée, c'est d'essayer d'un peu comment on peut appréhender cette nouvelle forme de données, comment on peut la plugger au système traditionnel et comment on peut en faire des nouveaux indicateurs financiers et économiques et un peu les intégrer dans toute cette grande machine. Donc c'est un témoignage de plus du mariage qui est en train de se faire entre cette industrie blockchain crypto et cette industrie financière qui entame sa mutation de plus en plus concrètement. Oui, comme l'industrie bancaire aussi, qui voit face à elle de plus en plus de rendement dans l'univers crypto, parvenant à activer et capter une clientèle particulière de plus en plus importante. Par exemple, le stacking qui rapporte de l'argent beaucoup plus qu'un compte courant. On a même appris, vous le saviez peut-être, mais moi j'ai vu passer cette info cette semaine dans Cryptos, notamment, c'est en milieu de semaine. Médecins sans frontières, c'est ce que j'ai découvert. Médecins sans frontières aussi fait du stacking sur Ethereum. Ouais. Ça m'a surpris. Je suis presque jaloux parce que c'est un sujet qu'on a étudié pendant longtemps avec Maria, l'idée de mettre du stacking à disposition d'œuvres de charité, mais on s'est heurté à plusieurs barrières techniques et réglementaires malheureusement. Globalement, c'est plus symbolique qu'autre chose dans la conception. Il n'y a rien d'innovant dans la conception. Globalement, ils ont déployé des pools sur le protocole Lido. Après, ils ont fait une interface simple qui permet aux utilisateurs de venir connecter leur portefeuille et de faire du staking Ether. Et la différence, c'est que les rewards, au lieu de revenir sur le portefeuille de celui qui stake, elles vont directement à l'ONG qui permet de financer ces actions. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir un acte de donation qui est plus naturel, puisqu'on ne donne pas de son argent, c'est simplement des rewards qui sont distribués. Et ça permet à l'ONG d'avoir un flux naturel, même si pour l'instant les volumes sont pas délirants. Mais donc dans l'approche, il n'y a rien de fantastique, c'est juste que je trouve que c'est un modèle qui est hyper intéressant pour les ONG pour se financer. J'aurais aimé après qu'ils aillent un petit peu plus loin, parce qu'il y a
pas trop de détails sur comment les fonds vont être utilisés, etc. Et ça, ils auraient pu aller aussi un peu plus loin, mais c'est une première étape, donc à voir ce que ça va donner. Et ça montre que le stacking, le rendement, l'investissement, évidemment, ça attire, ce qui d'ailleurs pose question à un certain nombre de banques. Certaines banques américaines réclament l'interdiction carrément du stacking. Et alors c'est Raphaël Bloch, un de nos confrères pour The Big Well, qui nous dit le secteur bancaire risque de vivre son moment Nokia. Il y a une vingtaine d'années, Nokia avait 40% du marché des téléphones portables et puis est apparu le smartphone, ils se sont effondrés Nokia. Le patron a expliqué la chute d'activité en pleurant devant les journalistes. Est-ce que le secteur bancaire est au bord d'un moment Nokia également, Alexandre ? Je suis partagé là-dessus parce que de façon évidente, il y a un moment Nokia ou Kodak, peu importe comment on l'appelle, c'était à peu près la même histoire. Et rappelons d'ailleurs que dès aujourd'hui, les géants américains, c'est plus gros que les banques européennes en termes de nombre de clients, parfois en termes de profit. Il y avait eu il y a quelques années l'annonce que pour la première fois, des géants comme Coinbase ou Binance dépassaient la Deutsche Bank sur ses profits, etc. Donc en fait, il est déjà devant nous le moment Nokia. Après, est-ce que c'est sur le staking en particulier ? Je ne sais pas. Ou la DeFi, ou la finance décentralisée. Je ne sais pas parce que ça ne s'adresse pas au même type de client. C'est-à-dire qu'une personne qui est averse au risque, qui a envie d'aller chercher sa rémunération sur le livret A parce que c'est garanti par l'État, je ne sais pas si c'est la même qui va aller mettre sur un compte où on lui dit qu'on stake sur un protocole qui a un risque technologique important. Donc je ne sais pas si je casse l'ambiance, mais on ne peut pas estimer encore aujourd'hui que la DeFi, le staking, etc. relèvent du risque free et sont accessibles à tous les portefeuilles et à tous ceux qui cherchent simplement une épargne de précaution et qui n'ont pas envie de la perdre. Donc c'est à ce sens-là que je suis partagé. Oui, on est dans un moment Nokia, mais de toute façon, c'est les cryptos en général qui viennent taper le secteur financier très dur. Le staking est clairement un axe qui va faire du rendement, qui va capter des volumes, etc. Mais je ne sais pas si ça ira, en particulier en France, où on est quand même très risk-averse, aller en tout cas à court terme, chercher les petits portefeuilles qui sont risk-averse. Le staking ou un certain nombre de staking proposés aux investisseurs rapportent parce que notamment les taux d'intérêt sont positifs. Si passaient négatifs par exemple, tout s'inverserait et là on serait dans une spirale au contraire de perte de valeur. Exactement, on pourrait, donc on serait non seulement dans de la perte de valeur par rapport à des taux garantis, mais en plus en prenant plus de risques. Donc ce serait d'un seul coup beaucoup moins intéressant. Après, il faut quand même remarquer que certaines banques, je pense à la Société Générale, maintenant va sur Morpho avec des vaults qui permettent de gagner 10%, etc. Donc il y a des initiatives en ce sens qui sont à saluer. Oui. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit tout à fait le même public, en tout cas à court terme. Le stacking, il est parti pour se démocratiser. On voit même de plus en plus de projets. Grayscale lance ses premiers ETF Ethereum Spot avec stacking aux États-Unis. On vous rassure, ce n'est pas ici en Europe. Thibaut. Oui, en Europe, il y en a des ETP avec le stacking qui sont déjà intégrés. Donc il y a des produits plus ou moins similaires. C'est effectivement un moment important. C'est pas une surprise parce que dès le début des ETF Ether, on parlait du stacking. Alors au début, ça a été totalement rejeté pour des raisons réglementaires. Et puis ça, avec l'assouplissement réglementaire, le sujet est revenu sur le papier. Il est revenu activement au début de l'été avec un calendrier qui nous annonçait fin d'année. Donc on est globalement dans le calendrier. Ça donne une incentive supplémentaire aux investisseurs. Donc ça forcément, ça va permettre de favoriser certainement la collecte. Ça arrive aussi à un moment donné où on a des altcoins qui devraient avoir des ETF qui arrivent et où on va aussi avoir du stacking, donc une incentive supplémentaire. Donc ça va permettre aussi peut-être de justifier un petit peu plus l'investissement dans certains altcoins qui, selon moi, sinon auront un petit peu plus de mal dans la collecte au niveau des ETF. Donc à voir ce que ça va donner, mais le delta est pour moi pas incroyable aujourd'hui. Et les stablecoins, on n'en a pas encore parlé, les stablecoins qui se développent de plus en plus. En face, les banques centrales tentent de continuer de développer leur devise numérique, l'euro numérique, le yuan numérique, etc. Pour le cofondateur de Tether, c'est pas la peine qu'elle cherche à lutter, les banques centrales, parce que c'est simple, à terme, mais même d'ici 2030, d'ici à peine 5 ans, les devises fiat seront, selon lui, remplacées par des stablecoins. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que ça arrivera un jour, quoi ? Alexandre. Toutes choses égales par ailleurs, je pense que c'est la direction que ça prend. Après, je ne sais pas si je serais aussi ambitieux que de donner 5 ans, mais c'est clairement la direction que ça prend. Alors pourquoi je précise toutes choses égales par ailleurs ? Parce qu'il y a quand même un facteur très important derrière cette prédiction que moi je ne partage pas nécessairement, qui est la stabilité budgétaire des États. Parce que les stablecoins sont fondés sur la solvabilité des États. Derrière l'USDT, derrière l'USDC, il y a la dette américaine, il y a pour certains la dette française si jamais on est sur de l'euro ou de la dette allemande. Je ne pense pas que d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, nous aurons évité une crise monétaire majeure. Et donc dans ce contexte-là, je pense qu'il y aura peut-être du remous sur les stablecoins aussi. Mais toutes choses égales par ailleurs, si nous n'avons pas cette crise monétaire, je pense que je suis d'accord avec le patron de Tether. Vous achetez le propos du patron de Tether également ? Mais d'ailleurs, ça va aussi en contradiction avec le CEO de Tether, qui est Paul Ardono, qui dans une interview récemment avait
prévu aussi la fin du dollar et disait que USDT c'était aujourd'hui leur produit phare, mais qui se diversifiait notamment avec des terres agricoles, de l'or, du Bitcoin ou autre, parce qu'il avait conscience que potentiellement il y avait un monde où demain le dollar sous sa forme actuelle n'existerait plus. Donc c'est aussi volontairement provocateur. Oui, les États laisseront pas faire, et puis quitte à interdire les stablecoins, c'est quand même la différence, c'est des monnaies privées, donc les États un jour peuvent très bien dire on interdit. Puis c'est surtout ça la bataille qui va se jouer, qui va être intéressante entre justement les monnaies. C'est surtout un débat européen, parce que je ne vois pas dans quel monde les États-Unis interdiraient quelque chose qui est devenu leur 5e acheteur de dette. Oui, donc pour les Européens, oui, parce qu'il n'y a pas de dette européenne, donc on ne voit même pas ce qu'on va mettre comme collatéral derrière le stablecoin européen. Mais pour les Américains, maintenant, ils ont mis un pied dedans. Je ne vois pas dans quel monde ils iront l'interdire, alors que c'est littéralement devenu une arme géopolitique pour aller dollariser les autres pays, pour dollariser, vendre de la dette américaine partout. Donc moi, je ne pense pas que... En Europe, peut-être, parce qu'il y a l'euro numérique, mais malheureusement, ce serait de la censure financière. Même. Ouais, il nous reste à peine 1 minute. Alors, je compte sur vous pour bien respecter le timing, parce que Fabien, notre réalisateur en régie, me dit 1 minute de retard, désormais, c'est un bitcoin. Donc, je compte vraiment sur bitcoin vous. Pour nous. Non, pas, oui, ce serait pour vous. Je sais que vous dépasseriez. Non, pour moi. Donc, Alexandre, avant, quand je vous présentais, vous étiez Pemium, quoi. Et puis maintenant, c'est Bitstack, directeur de la stratégie de Bitstack. Ça veut dire que la politique, c'était non, et finalement, vous restez dans le monde crypto quand même. Le monde Bitcoin. Moi, je ne l'ai jamais quitté. De toute façon, la politique était aussi une façon de parler de Bitcoin et de le mettre dans le débat public. Vous étiez candidat au législatif partiel à Paris, 2e circonscription en septembre. Je n'ai pas remporté l'élection, comme on peut le constater, mais ce n'est pas grave, je m'en suis remis. Donc je pense qu'effectivement, à court terme, c'est derrière moi. Après, le sujet de la politique, de manière générale, est un sujet qui est important pour Bitcoin, pour rentrer dans les mœurs, pour gagner la bataille culturelle, avancer l'adoption, mais c'est aussi une autre façon de le mener, ce combat, que de rester dans le monde des entreprises. Je pense que Bitstack, en l'occurrence, a un produit qui est extrêmement intéressant. Il y a quasiment 2/3 de nos utilisateurs qui sont des néophytes, qui n'ont jamais touché à Bitcoin avant, parce qu'on a cette mécanique de l'arrondi où on fait une dépense arrondie à l'euro supérieur et ça épargne en Bitcoin. Donc en fait, on n'est pas dans ce monde du gambling, du pari, de l'investissement court terme. On est vraiment sur la construction de l'épargne. Et ça, c'est un vrai moyen d'acculturer et de ramener des gens dans le monde Bitcoin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci. Alexandre Sachenko, donc pour Bitstack, et auteur de Bitcoin, le choc géopolitique aux éditions Armand Collin, effectivement, lauréat du Grand Prix de la librairie de l'éco BFM Business. Merci à vous, Thibaut Boutroux également. Merci Guillaume. Bonne rééducation toute la semaine. On vous retrouvera peut-être vendredi prochain. Alors vous venez toujours en rampant. On espère que vous arriverez à marcher. Bon retour, directeur général de Meria. Cet épisode des Pros des Cryptos est à retrouver tout le week-end sur nos podcasts série Play BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, les pros.